Cachée dans les montagnes du Liban se trouve une structure qui intrigue scientifiques, archéologues et adeptes des théories du complot depuis des siècles. Et croyez-moi, il ne s'agit pas d'un simple amas de vieilles pierres. Voici Baalbek au Liban. Chacun de ces 3 blocs pèse 900 tonnes, et la façon dont ils sont intégrés à un mur et surélevés de 9 mètres au-dessus du sol est extraordinaire. Non, il s'agit de Baalbek, un site si colossal et si improbable que certains experts affirment qu'aucun groupe humain aussi puissant et avancé, fût-il pour son époque, n'aurait pu le construire. Baalbek serait-il la preuve de l'existence d'une civilisation disparue, détentrice d'un savoir inimaginable? Installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous. Car le plus grand mystère du Liban est enfin percé à jour. Le plus grand mystère du Liban est enfin résolu. Les pierres mégalithiques de Baalbek se dressent témoins silencieux d'un passé qui continue de fasciner, d'intriguer et de susciter de nombreuses interrogations. Chaque voyageur ou historien qui les contemple ne peut s'empêcher de s'interroger. Comment les bâtisseurs de l'Antiquité sans grue ni machines modernes ont-ils pu déplacer et positionner des pierres pesant des centaines, voire des milliers de tonnes? Certains qualifient le site de merveille du génie humain, tandis que d'autres murmurent qu'il recèle des secrets bien au-delà de notre entendement actuel. La taille colossale de ces pierres, alliée à leur agencement parfait, en fait l'un des exploits d'ingénierie les plus extraordinaires connus de l'humanité, et elles suscitent une curiosité qui ne s'éteint jamais même après des siècles d'études. Un mystère plane sur le Liban, laissant les experts perplexes depuis des siècles. Les mégalithes de Baalbek ne se contentent pas de tordre les règles de l'histoire, ils les brisent. Restez avec moi car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce site est unique au monde. La plus célèbre de ces structures est le Trilithon, un nom qui vient du grec et signifie « 3 pierres ». Mais les appeler simplement « pierres » serait presque réducteur, car il ne s'agit pas de simples blocs de roche. Ce sont d'énormes dalles de calcaire mesurant environ 19 mètres de long, 4,2 mètres de haut et 3,6 mètres d'épaisseur. Chacune pèse entre 750 et 800 tonnes. Et pourtant, chose étonnante, elles ne reposent pas sur le sol. Elles sont positionnées à environ 7 mètres au-dessus du niveau du sol, soigneusement placées, avec une telle précision que les interstices sont si fins qu'on pourrait à peine y glisser une feuille de papier. Imaginez la détermination qu'il a fallu non seulement pour déplacer de telles pierres, mais aussi pour les soulever et les poser sur des couches de soutien déjà gigantesques, pesant chacune environ 350 tonnes. N'est-il pas étrange de penser qu'une œuvre aussi grandiose et précise ait été possible il y a des milliers d'années, bien avant l'avènement des technologies modernes? Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. À seulement 900 mètres du complexe principal du temple se trouve la carrière où ces pierres furent extraites. Et là, l'énigme s'épaissit. Dans la carrière gisent encore plusieurs monolithes inachevés, comme si les ouvriers de l'époque avaient brusquement abandonné leur chantier. La plus célèbre est la pierre de la femme enceinte, un bloc devenu célèbre non seulement pour sa taille colossale, mais aussi pour les légendes qui l'entourent. Mesurant plus de 20 mètres de long et pesant près de 1,0 tonne, elle serait la plus petite des 3 pierres gigantesques qui subsistent dans cette carrière. Imaginez, la plus petite d'entre elles pèse déjà plus lourd que presque toutes les constructions en pierre jamais réalisées par l'homme. Et pourtant, même ce bloc est éclipsé par ses voisins colossaux. Dans les années 1986, une seconde pierre a été redécouverte, connue aujourd'hui sous le nom de « pierre du Sud », avec un poids estimé à 142 tonnes. Comme si cela ne suffisait pas à susciter l'incrédulité, en 2014, des archéologues ont mis au jour un autre bloc encore plus imposant, la pierre oubliée, mesurant près de 20 mètres de long et pesant près de 500 tonnes. En clair, il ne s'agit pas de pierres que l'on peut simplement faire rouler du haut d'une colline ou traîner à l'aide de cordes. Alors comment les bâtisseurs comptaient-ils les transporter? Ont-elles été abandonnées sur place car elles étaient tout simplement trop lourdes à déplacer, même pour les ingénieurs de l'Antiquité? Ou bien existait-il des techniques connues à leur époque, mais aujourd'hui perdues? Le nom même de pierre de la femme enceinte ajoute une touche de folklore à cette énigme. Les habitants ont longtemps raconté différentes histoires sur son origine.
L'une d'elles prétend qu'une femme enceinte aurait trompé les villageois en leur faisant croire qu'elle connaissait le secret pour déplacer la pierre et se faire nourrir. Une autre théorie suggère que des êtres surnaturels, des djinns enceintes, auraient été chargés de la tailler et de la déplacer. Certains affirment même que toucher la pierre pouvait accroître la fertilité d'une femme. Ces histoires peuvent paraître fantaisistes, mais ne révèlent-elles pas aussi quelque chose de plus profond, que les gens, il y a des siècles déjà, éprouvaient la même fascination et la même perplexité que nous, aujourd'hui, face à ces pierres massives? Pour les ingénieurs et les archéologues modernes, la question a toujours été celle de la logistique. Comment des pierres pesant plus de 1000 tonnes ont-elles pu être transportées sur un terrain accidenté? Les théories abondent. Des rouleaux de bois, des rampes, des traîneaux et un cabestan actionné par des centaines d'hommes. Un chercheur, Jean-Pierre Adam, a même calculé que 512 hommes, à l'aide de poulies et de rouleaux, pourraient théoriquement déplacer un bloc de 57 tonnes. Mais comment auraient-ils pu le soulever à plusieurs mètres de hauteur? D'autres avancent qu'il aurait fallu 40 hommes pour transporter de telles pierres jusqu'au site du temple. Et même si ce chiffre semble exagéré, cela ne soulève-t-il pas une autre question? Pourquoi les bâtisseurs antiques se seraient-ils donné la peine d'utiliser des pierres aussi imposantes alors que des pierres plus petites auraient tout aussi bien fait l'affaire? Le plus troublant est peut-être que les écrits romains concernant Baalbek, qu'ils appelaient un Helopoulos, ne font aucune mention de ces pierres étonnantes. N'est-ce pas étrange? Les Romains étaient connus pour consigner leurs réalisations. Pourtant, le silence règne au sujet du Triliton. Cela signifie-t-il que les pierres étaient déjà là bien avant que les Romains ne construisent leur temple dessus? Se pourrait-il que le site lui-même ait des racines bien plus anciennes que nous ne l'imaginons, remontant à une époque de savoir oublié? Certains le pensent, et c'est pourquoi Baalbek suscite souvent non seulement des débats historiques, mais aussi des théories qui flirtent avec le mystère et l'inconnu. Qui a bâti Baalbek? Une chronologie des civilisations. Les mégalithes de Baalbek se dressent aujourd'hui comme des géants silencieux, témoins de l'émergence de l'épanouissement et du déclin d'innombrables civilisations. Pour comprendre véritablement qui les a construits, il faudrait remonter des milliers d'années en arrière, reconstituant avec soin une chronologie où chaque culture a remplacé l'autre, remodelant le site à sa manière. Les archéologues estiment que la présence humaine ici remonte à 9-0 avant notre ère. Cela signifie que des hommes vivent sur cette colline depuis au moins 11-0 ans. Les fouilles ont mis au jour des céramiques du Chalcolithique et du début de l'âge du bronze, ainsi que des fragments architecturaux du bronze moyen. C'est à lui seul fascinant. Combien d'endroits au monde peuvent se targuer d'une histoire humaine aussi riche et complexe, concentrée en un seul lieu? Dès le début, les premiers colons occupèrent le sommet même de la colline. Bien plus tard, les Romains eux-mêmes placèrent soigneusement leur autel précisément à cet endroit culminant comme s'ils reconnaissaient eux aussi l'importance de ce qui les avait précédés. Le nom du site lui-même nous éclaire. De nombreux érudits pensent que Baalbek pourrait provenir de l'expression sémitique Baal-Nebek signifiant « Seigneur de la source », en référence à un puits situé non loin du sanctuaire. Serait-ce possible? Ce puits faisait autrefois de la colline un lieu sacré de vie et d'abondance. Vers 3200 avant notre ère, les Phéniciens s'étaient établis à Baalbek et leur arrivée apporta un épanouissement spirituel et culturel. Ils érigèrent un grand temple dédié à Astarté et à Baal, le dieu du ciel, dont la ville portait probablement le nom. Sous les imposantes ruines du temple romain de Jupiter, datant de la période postérieure, subsistent encore des vestiges de ce temple phénicien, tels les murmures étouffés d'un monde oublié. Sous influence phénicienne, Baalbek n'était pas seulement une ville, mais un lieu de pèlerinage où se rassemblaient les fidèles venus honorer Baal-Hadad, dieu de la fertilité, et Ataratis, déesse de l'amour et de la maternité. De nombreux chercheurs se demandent si les pierres colossales qui font la renommée de Baalbek, le Triliton et les autres blocs énormes qui constituent la base du mur occidental ne datent pas de cette époque. Bien que la science n'ait pas encore résolu ce mystère avec certitude, cette simple possibilité suffit à stimuler l'imagination.
Les hommes d'il y a plus de 50 ans auraient-ils vraiment pu tailler, déplacer et ériger des pierres d'une taille aussi colossale, certaines pesant des centaines de tonnes? Et si oui, comment ont-ils accompli un tel exploit sans les technologies que nous utilisons aujourd'hui sans y penser, lorsqu'Alexandre le Grand a conquis la région en 334 avant notre ère? Baalbek est entré dans une nouvelle ère. Il rebaptisa la ville Hélopolis la Cité du Soleil, l'intégrant ainsi au vaste tissu de l'influence grecque. Peu après, en 64 avant Jésus-Christ, Pompée le Grand la plaça sous domination romaine. Dès 47 avant Jésus-Christ, Jules César en fit une colonie romaine lui conférant prestige et la reliant au cœur de l'Empire. Puis, sous l'empereur Auguste vers 16 avant Jésus-Christ, Rome lança son ambitieux programme de construction et la paisible colline commença à se transformer en l'un des plus grands sanctuaires du monde antique. Fait intéressant, les Romains ne retombèrent pas sur les vestiges antérieurs. Au contraire, ils fusionnèrent leur Jupiter avec le dieu local Baal, créant une puissante divinité, fusionnée vénérée sous le nom de Jupiter Baal. La construction du majestueux temple de Jupiter se poursuivit sous l'empereur Néron, puis sous Trajan, et la vaste cour commença à prendre forme. L'empereur Antonin le Pieux y ajouta le temple de Bacchus, tandis que la dynastie des Sévères inaugura finalement l'ensemble du complexe comprenant le temple de Vénus au IIIe siècle. Imaginez un instant sa splendeur à son apogée. Colonnes y imposantes, marbre étincelant. Et pèlerins affluant dans les cours, comment un visiteur face à ces temples aurait-il pu douter qu'il se trouvait au cœur d'une présence divine? Mais l'histoire n'est jamais figée. Avec la diffusion du christianisme dans l'Empire romain, le rôle de Baalbek comme bastion païen commença à s'effriter. La conversion de l'empereur Constantin au début du IVe siècle mit un terme aux travaux. Peu après, l'empereur Théodose détruisit les idoles païennes, démantela l'autel de la tour et transforma le site sacré en espace chrétien. Le majestueux temple de Vénus fut transformé en chapelle et la cour hexagonale en église. Même le temple de Jupiter ne fut pas épargné par les pillages. Justinien, empereur de Byzance, ordonna que 8 de ces colonnes soient transportées à Constantinople pour orner Sainte-Sophie. Que dire de la magnificence de Baalbek? Ces pierres étaient si précieuses qu'elles furent transportées à travers les empires pour orner l'une des plus grandes églises de tous les temps. En 637, Baalbek tomba de nouveau cette fois aux mains des conquérants musulmans. Les temples déjà réaménagés par les chrétiens furent transformés en forteresses, où cala une citadelle qui donna au site son nom actuel, Qal'at Baalbek. Au fil des siècles, le complexe passa entre les mains de différentes dynasties islamiques, chacune y laissant son empreinte. Omeyyades Abbassides, Toulounides, Fatimides et Obides s'en emparèrent tour à tour, remodelant murs et tours, superposant de nouvelles pierres aux fondations antiques. Ainsi, le site devint un palimpseste, un lieu où l'on pouvait presque lire l'histoire dans les pierres elles-mêmes, observant comment chaque époque a gravé son chapitre dans le récit plus vaste. Ainsi, Baalbek est aujourd'hui bien plus qu'une ruine. C'est une énigme vivante, un lieu imprégné de l'esprit d'innombrables siècles. Des premiers habitants qui considéraient le sommet de la colline comme sacré aux Phéniciens, qui y bâtirent leur temple en passant par les Romains, qui y érigèrent leurs colonnes colossales, les chrétiens qui la consacrèrent en tant d'église et les musulmans qui la fortifièrent en tant citadelle. Chaque peuple y a laissé son empreinte. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander qui le premier a érigé ces pierres gigantesques, qui a décidé que cette colline deviendrait le théâtre des exploits des dieux, des empereurs et des conquérants. Et pourquoi, après tant de millénaires, ces mégalithes silencieux exercent-ils encore une telle fascination et une telle curiosité sur quiconque les contemple? C'est peut-être là le plus grand mystère de tous. Mais les mystères appellent toujours des théories. Et lorsqu'il s'agit de Baalbek, la première question qui vient à l'esprit est la plus évidente. Comment diable ces pierres ont-elles été déplacées? Restez avec nous, car en explorant les théories traditionnelles, vous découvrirez peut-être que les réponses sont tout aussi fascinantes et énigmatiques que les pierres elles-mêmes. Comment ces pierres ont-elles été déplacées? Théorie traditionnelle.
Depuis des siècles, on s'interroge sur les incroyables secrets d'ingénierie qui se cachent derrière les pierres massives de Baalbek. Les érudits ont longuement cherché à expliquer comment de tels blocs gigantesques ont pu être déplacés sans les machines modernes que nous utilisons aujourd'hui. L'explication la plus traditionnelle souvent évoquée est l'utilisation de rouleaux et de rampes en bois, une idée qui paraît presque trop simple au premier abord. Selon cette théorie, les pierres étaient placées sur des rouleaux cylindriques en bois qui réduisaient la friction et permettaient de les pousser ou de les tirer sur le sol. Sur le papier, cela semble simple et ingénieux, n'est-ce pas? Mais comme souvent avec les mystères antiques, la réalité a tendance à compliquer ce qui paraît simple au premier abord. Lorsque des archéologues expérimentaux ont tenté de mettre cette idée à l'épreuve, ils se sont heurtés à de sérieuses difficultés. Par exemple, Richard Atkinson, figure emblématique de l'archéologie, a un jour essayé de déplacer une réplique de la pierre bleue de Stonehenge à l'aide de rouleaux. Dès que le traîneau a été tiré vers le haut de la pente, il a commencé à glisser dangereusement sur le côté, comme si la nature elle-même résistait à la méthode. Dans un autre cas, une réplique de statue transportée de cette manière a perdu l'équilibre, s'est renversée et s'est brisée. Ces incidents ont clairement démontré que cette méthode n'était pas fiable pour les longs trajets, surtout compte tenu du terrain accidenté et rocailleux entre la carrière et le chantier de Baalbek. Un travail aussi délicat aurait-il vraiment pu être réalisé avec un outil aussi maladroit? Nombreux furent ceux qui commencèrent à en douter. Cela donna naissance à une autre théorie davantage axée sur la technologie sophistiquée qui avait fait la renommée des Romains. Après tout, les Romains étaient des ingénieurs de génie et ils avaient mis au point des grues et des machines de levage très en avance sur leur temps. Leur grue rudimentaire appelée tripastos utilisait un treuil simple, une corde et un palan à 3 poulies. À partir de là, les choses se compliquèrent. Le pentispastos comportait 5 poulies, tandis que le puissant polypastos en avait 15 et 4 mâts. On disait que 4 hommes pouvaient soulever jusqu'à 3,0 kg avec lui. Plus tard, avec l'introduction des roues à aubes, ces machines purent soulever jusqu'à 6,0 kg. Les Romains allèrent encore plus loin, construisant des tours de levage en bois pour des charges véritablement colossales actionnées par des hommes et des animaux, travaillant de concert sur des cabestans. N'est-il pas incroyable que de tels dispositifs aient pu être utilisés pour les pierres de Baalbek? Margaret Venness de l'Institut archéologique allemand l'a justement suggéré. Elle pensait que des cabestans actionnés par des hommes étaient une possibilité sérieuse pour déplacer les blocs du temple. Mais là encore, le problème réside dans la taille. Même les grues romaines les plus perfectionnées avaient leurs limites. Et si elles pouvaient manipuler des pierres jusqu'à 6 tonnes, qu'en était-il de celles de Baalbek qui pesaient des centaines de tonnes, certaines approchant même le millier? Les grues auraient-elles vraiment suffi? Les chiffres ne collent pas. En examinant ces possibilités, il faut aussi se rappeler que les ouvriers de l'Antiquité ont souvent été sous-estimés par les chercheurs modernes. Certains les ont considérés comme de simples manœuvres, voire les ont décrits en termes insultants, sans voir le génie et la détermination sans faille que requérait l'ingénierie antique. Il est intéressant de noter qu'il existe des peintures égyptiennes antiques montrant 172 hommes transportant une statue colossale sans utiliser de rouleau, ce qui prouve que la force humaine combinée à des méthodes ingénieuses pouvait permettre de réaliser des exploits remarquables. Mais à Baalbek, l'échelle est tout autre. Déplacer des blocs de 800 à un 0 tonne n'est pas comparable au transport d'une statue aussi imposante soit-elle. Dès lors, la question demeure si les rouleaux compresseurs étaient impraticables et les grues trop limitées, quelle méthode aurait pu permettre le transport de telles pierres? C'est pourquoi le mystère de Baalbek continue de fasciner autant les érudits que les esprits curieux. Malgré des siècles d'études et d'innombrables expériences, aucune explication ne rend pleinement compte de l'ampleur de cet exploit. Les pierres étaient tout simplement trop lourdes pour être soulevées avec la technologie romaine connue, et les traîner sur des rouleaux aurait été quasiment impossible sur ce terrain accidenté. Certains affirment qu'il devait exister des techniques oubliées, des méthodes d'ingénierie jamais consignées par écrit, mais perfectionnées par les artisans de l'époque. D'autres avancent que les pierres n'ont peut-être pas été transportées, mais extraites et partiellement taillées sur place. Serait-ce là le secret? Personne ne peut l'affirmer avec certitude.
Ce qui demeure clair, c'est que les bâtisseurs de Baalbek ont accompli un exploit si extraordinaire que même aujourd'hui, malgré toutes nos machines et la science moderne, le procédé exact fait encore débat. Investigation scientifique et découverte moderne. Lorsqu'on parle de Baalbek, on s'attarde le plus souvent sur la taille impressionnante de ces pierres, oubliant presque qu'un siècle d'études minutieuses a tenté de percer son mystère. La véritable histoire de l'exploration scientifique a débuté en 1898, lorsque l'empereur Guillaume II d'Allemagne a visité le site. Son intérêt ne se limitait pas à une simple visite touristique. Il a déclenché une vague de fouilles qui se sont poursuivies jusqu'en 1904. À partir de ce moment, les chercheurs ont commencé à reconstituer lentement les pièces d'un puzzle millénaire. Ce qui avait débuté par la curiosité royale s'est transformé en une véritable enquête archéologique et peu à peu, les secrets de Baalbek ont été révélés. Au fil des ans, les experts ont mis au jour non seulement des structures, mais aussi des fragments d'histoire témoignant de civilisations bien plus anciennes qu'on ne l'imaginait. On peut se demander ce qu'ils espéraient trouver sous la poussière d'un lieu aussi grandiose. En réalité, chaque fouille semblait réécrire un peu plus l'histoire. En 1984, l'UNESCO a reconnu Baalbek comme site du patrimoine mondial, lui assurant une place permanente sur la scène internationale. Cette reconnaissance était bien plus qu'un titre. Ce show confirmait l'importance de Baalbek dans l'histoire de la civilisation humaine. Mais les recherches ne s'arrêtèrent pas là. En 2004, l'université libanaise s'associa à l'Institut archéologique allemand dans le cadre d'un important projet de collaboration visant à documenter en détail les anciennes carrières. Leurs découvertes furent tout simplement remarquables. Parmi elles, des fragments de poterie persane marqués d'une écriture cunha datant du 6e au 4e siècle avant notre ère. Mais la révélation la plus surprenante survint lors du nettoyage du temple de Jupiter qui mit au jour des traces d'occupation humaine à Baalbek remontant au néolithique. Imaginez à quelle époque cela remonte. Cela signifiait que l'histoire de Baalbek ne se résumait pas aux Romains et à leur grandeur, mais concernait des hommes qui y vivaient des milliers d'années auparavant. En creusant plus profondément dans les pierres, les archéologues ont découvert des motifs révélant les méthodes utilisées pour leur taille. La chercheuse allemande Margaret Venness a étudié ces mégalithes et a conclu qu'ils avaient probablement été taillés le long de fissures naturelles entre les couches rocheuses. Cette technique ingénieuse permettait d'extraire plus facilement d'énormes blocs sans les briser. Ce qui rend la chose encore plus fascinante, c'est que cette même méthode a été utilisée dans d'autres projets romains comme le célèbre aqueduc du Pont d'Arc en France. Puis, en 2014, une découverte dans la carrière a stupéfié tout le monde. On a mis au jour ce que l'on a appelé la pierre oubliée, un bloc colossal pesant environ une 650 tonnes. On s'est demandé, pourquoi avoir taillé une pierre aussi énorme si elle était impossible à déplacer? Peut-être a-t-elle été abandonnée car trop lourde, ou peut-être était-elle destinée à être utilisée mais n'a jamais quitté la carrière. Quoi qu'il en soit, sa présence a permis de mieux comprendre les techniques et les ambitions des bâtisseurs antiques. Un autre détail captivant réside dans les plans eux-mêmes. Voir des pierres et des ruines est une chose, mais découvrir des plans architecturaux romains gravés à même le site en est une autre. Les fouilles allemandes de 1900 à 1904 furent les premières à révéler ces découvertes. Parmi les plus remarquables figurait un plan gravé sur le sol de la grande cour. Il représentait une partie du plan hexagonal de la cour et était dessiné à une échelle impressionnante d'environ 112,6. Pour beaucoup, ce détail prouvait que les Romains n'étaient pas seulement des bâtisseurs, mais aussi des planificateurs qui réfléchissaient minutieusement à chaque angle, chaque mesure et chaque élément de conception avant de poser pierre sur pierre. Cela soulève la question, ces gravures étaient-elles de simples guides pour les ouvriers ou des symboles de fierté témoignant du savoir-faire des ingénieurs? Le lien le plus révélateur est peut-être apparu lorsque les chercheurs ont commencé à examiner le podium. Les fondations sur lesquelles reposent les 6 colonnes qui se dressent encore majestueusement vers le ciel. Une analyse détaillée a révélé quelque chose d'étonnant, le style et les techniques utilisées pour la construction du podium. Un était étonnamment similaire à ceux de l'architecture hérodienne de Jérusalem.
Les similitudes n'étaient pas gars. Elles étaient pas précises. Les deux sites utilisaient des rangées alternées de boutisses et de panneresses et présentaient les mêmes bordures travaillées. Même la hauteur moyenne des assises était exactement la même. 1,1 mètre. Simple coïncidence. Ou y avait-il une collaboration, voire une implication directe des bâtisseurs hérodiens de Baalbek? La question reste ouverte, mais la ressemblance est trop frappante pour être ignorée, et elle inscrit l'histoire de Baalbek dans un réseau bien plus vaste de traditions de construction antique. De la première visite de Guillaume II aux découvertes modernes, l'image de Baalbek s'est progressivement enrichie et complexifiée. Ce qui n'était au départ qu'un site admiré pour ses pierres massives est devenu un véritable livre ouvert sur l'histoire antique, recelant des témoignages des époques néolithiques, perse, romaine et hérodienne. Chaque découverte semble murmurer une nouvelle question. Qui a construit cela? Pourquoi ainsi? Et que recèle encore enfoui sous terre qui attend d'être révélé pour quiconque se tient là aujourd'hui contemplant ces colonnes imposantes et ces blocs gigantesques? Il est difficile de ne pas ressentir que Baalbek est bien plus que de simples ruines. C'est un mystère qui refuse de se taire, rappelant sans cesse au monde que l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle n'y paraît. Et si vous vous demandez ce qui relève des faits avérés et ce qui relève de la légende, restez avec nous jusqu'au bout, car les mythes les plus populaires vont être mis à l'épreuve des faits. Et certains ne résisteront pas à l'épreuve du temps. Démystifiez les mythes. L'histoire des grands mégalithes de Baalbek est l'un de ces mystères qui semble fasciner peu importe le nombre de fois où elle est racontée. On s'est toujours demandé comment des pierres aussi énormes, dont certaines pèsent de des centaines de tonnes, ont pu être déplacées et mises en place avec une telle précision. Était-ce simplement la force humaine et une ingénierie ingénieuse, ou bien une force bien plus étrange était-elle à l'œuvre? Plus on observe Baalbek, plus on comprend pourquoi les théories non conventionnelles continuent de prospérer. Pendant des siècles, ceux qui ne pouvaient expliquer les merveilles de ce site par la simple logique se sont tournés vers le surnaturel. Des légendes locales se sont développées, prétendant que Caïn lui-même, maudit et errant, aurait construit le temple pour se cacher de la colère divine. D'autres affirmaient que Nimrod, le puissant chasseur, avait ordonné aux géants de l'ériger, l'intégrant ainsi à la tour de Babel. On murmurait aussi au sujet des Néphilim, ces géants mystérieux mentionnés dans les textes anciens qui auraient pu être les véritables bâtisseurs. Et à l'époque moderne, alors que la science-fiction s'est enracinée dans l'imaginaire collectif, la théorie extraterrestre est devenue l'une des plus populaires. Nombreux sont ceux qui pensent que seuls des êtres dotés d'une technologie bien supérieure à la nôtre des extraterrestres auraient pu transporter et positionner des pierres d'une taille aussi stupéfiante. Des auteurs comme Graham Hancock et Zecharia Sitchin ont entretenu ces idées, évoquant non seulement l'existence d'extraterrestres, mais aussi de civilisations disparues, voire des Anunnaki. Ces êtres d'un autre monde décrits dans la mythologie mésopotamienne. Mais bien sûr, la science les réfute. Les archéologues insistent sur le fait que ce qui paraît impossible est peut-être simplement difficile. Et McCull, il nous rappelle que les Romains, qui ont construit d'immenses ouvrages dans le monde antique, étaient des maîtres de l'ingénierie. Ils disposaient de grues, de poulies, de béquilles et d'énormes roues en bois. Si certains doutent encore que de tels dispositifs puissent déplacer des charges aussi importantes, il existe toujours des exemples d'ingénierie romaine qui prouvent le contraire. En réalité, lorsqu'on observe attentivement Baalbek, on distingue des marques de ciseaux gravées dans les pierres, preuve indéniable de l'intervention humaine. Des archéologues expérimentaux ont même tenté de reproduire ces techniques anciennes et ont démontré que malgré une organisation extraordinaire et un travail colossal, cela reste à la portée de l'homme. Dès lors, on peut se demander pourquoi tant de personnes refusent encore d'accepter cette explication. Se pourrait-il que les réponses ordinaires ne stimulent pas l'imagination de la même manière que les réponses extraordinaires? Malgré toutes les fufutations, et toutes les réfutations logiques, Baalbek continue de fasciner, car il ne s'agit pas simplement de pierres empilées les unes sur les autres. Il s'agit de l'histoire qui se cache derrière.
Et lorsque l'histoire ne fournit pas de réponse claire, les gens comblent le silence par leurs propres interprétations. Le philosophe Daniel Dennett a dit un jour que lorsque l'imagination fait défaut, on a tendance à se tourner vers des explications extraordinaires. Et c'est peut-être précisément ce qui s'est produit ici. Il y a pourtant une dimension indéniablement poétique dans la façon dont ces mystères perdurent. Après tout, qu'y a-t-il de plus fascinant? Un groupe d'ouvriers suant sous un soleil de plomb, transportant lentement des pierres centimètre par centimètre à l'aide de cordes et de rouleaux de bois, ou l'idée de géants et de dieux façonnant la terre. En réalité, les deux versions de l'histoire nous apprennent quelque chose sur l'humanité. L'une évoque la détermination et le génie de nos ancêtres, tandis que l'autre reflète notre soif insatiable d'émerveillement et d'inconnu. Alors pourquoi Baalbek continue-t-elle de fasciner? Peut-être parce qu'il se situe à la frontière entre réalité et légende, invitant science et mythe à se l'approprier. Le site ne possède aucun document détaillé nous indiquant précisément qui a ordonné sa construction, ni comment les travaux ont été organisés. Et ce silence laisse place à la spéculation. Comme l'ont formulé certains chercheurs, cela devient une sorte d'écran sur lequel chacun projette ses propres récits. Certains y voient un symbole de civilisation disparue, d'autres la preuve d'un contact avec des êtres venus d'ailleurs. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires palpitantes, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.